Selon vous, est-ce que vous allez pouvoir vraiment vivre correctement à la retraite avec le système actuel des retraites? C'est une vraie question et aujourd'hui, elle concerne absolument tout le monde. Parce qu'en France, notre retraite repose sur un système par répartition. Les actifs d'aujourd'hui travaillent et financent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Le problème, c'est que l'équilibre devient de plus en plus fragile. On vit plus longtemps, il y a aussi proportionnellement moins d'actifs et les réformes s'enchaînent. Résultat, de plus en plus de Français comprennent qu'ils ne pourront probablement pas compter uniquement sur la retraite publique pour maintenir leur niveau de vie plus tard. Et c'est exactement pour ça que le PER, le plan d'épargne retraite, a pris une place énorme ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il promet deux choses très fortes. Premièrement, vous aider à construire un capital pour la retraite et aussi potentiellement réduire vos impôts dès aujourd'hui. Sur le papier, ça a l'air extrêmement intéressant, mais en réalité, le PER peut être un excellent outil, oui, comme il peut être beaucoup moins pertinent selon votre situation. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va tout voir ensemble. Comment fonctionne un PER, sa fiscalité, ses avantages, ses limites, ses cas de déblocage, ses stratégies d'utilisation. Bref, comment savoir s'il est vraiment intéressant pour vous et si c'est le cas, on va voir comment choisir un PER et comment passer à l'action. Partie 1, le contexte de la retraite actuellement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui concerne, comme je vous l'ai dit, tout le monde, même si on ne se rend pas forcément compte, c'est la retraite. Et donc le plan d'épargne retraite, donc le PER, est un produit qui connaît un vrai succès aujourd'hui. Et la raison, c'est qu'il est directement lié à une transformation profonde de notre système de retraite et à une réalité démographique qui change progressivement l'équilibre sur lequel repose actuellement notre système de retraite. Donc comme je vous l'ai dit, en France, la retraite repose sur un système qu'on appelle le système par répartition. Ça veut dire que les cotisations que les actifs versent aujourd'hui servent immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Nous, en tant qu'actifs, on ne prépare pas notre retraite, on prépare la retraite des retraités actuels. Donc, ce ne sont pas vos cotisations qui sont mises de côté pour votre propre retraite. Elles financent les retraités d'aujourd'hui et demain seront les actifs de la génération suivante qui financeront la vôtre. Et pendant longtemps, ce système a très bien fonctionné. Tout simplement parce que l'équilibre démographique était favorable. Il y avait beaucoup d'actifs pour relativement peu de retraités. Par exemple, dans les années 60, on avait une espérance de vie à 65 ans et un âge de départ à la retraite à 65 ans. Et en plus, il y avait peu de retraités et beaucoup d'actifs. Donc le système fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs pour un retraité. Sachant que l'âge de départ à la retraite a été diminué et en plus qu'on a une hausse de l'espérance de vie. La hausse de l'espérance de vie, c'est très bien. Et quand on prend toutes les variables ensemble, on voit qu'il y a un problème qui est de plus en plus gros. Et si on est dans ce scénario à 2070, on aura 1,4 actifs pour un retraité et peut-être encore une hausse de l'espérance de vie. Donc on voit que le problème ne fait que d'empirer, sachant en plus que la dette française ne fait que d'augmenter. Bien sûr, ça ne s'explique pas uniquement par les retraites, il y a la sécurité sociale, l'armée, l'éducation et plein d'autres choses. Mais quand on prend tous les éléments, on voit qu'il y a un problème très lourd qui arrive petit à petit. Et donc tous ces éléments, ça crée un phénomène qui crée une pression croissante sur le système de retraite. Et c'est précisément pour cette raison que l'on voit apparaître régulièrement des réformes. Le recul de l'âge de départ à la retraite, l'allongement de la durée de cotisation, l'ajustement des pensions. Bref, l'objectif c'est toujours le même, maintenir l'équilibre du système qui est de plus en plus difficile. Et dans ce contexte, une idée s'impose de plus en plus. Il devient difficile de compter uniquement sur la retraite publique pour maintenir son niveau de vie une fois que l'on arrête de travailler. Et ça ne veut pas dire que les retraites vont disparaître, mais plutôt que la pension versée par le système obligatoire risque de représenter une part plus faible de ses revenus qu'auparavant. Et c'est pour cette raison que l'on parle de plus en plus d'épargne retraite individuelle. L'idée est simple, en parallèle du système obligatoire, chacun peut se constituer progressivement un capital qui viendra compléter ses revenus à la retraite. Et donc c'est dans cette logique, dans ce phénomène, qu'a été créé le PER à la suite de la loi Pacte adoptée en 2019. Cette réforme avait un objectif très clair, simplifier et moderniser les dispositifs d'épargne retraite en France. L'idée était double, d'une part rendre l'épargne retraite plus lisible et plus simple à comprendre, et d'autre part encourager davantage de Français à préparer leur retraite en leur offrant un cadre fiscal attractif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès a été rapide. Depuis sa création, le PER a attiré plusieurs millions d'épargnants et des dizaines de milliards d'euros qui ont déjà été investis dans ce produit. Aujourd'hui, il fait clairement partie des outils patrimoniaux les plus utilisés pour préparer la retraite. Et ce succès s'explique par deux promesses principales. La première, c'est la préparation de la retraite, comme on l'a déjà vu. Donc, le PER permet de se constituer progressivement une épargne sur le long terme qui pourra être utilisée au moment de la retraite pour compléter ses revenus. Et la deuxième, et c'est souvent ce qui attire plus l'attention, c'est l'avantage fiscal à l'entrée. Dans de nombreux cas, les sommes que vous versez sur un PER peuvent être déduites de votre revenu imposable. Autrement dit, vous pouvez déduire votre impôt tout en épargnant pour votre retraite. Mais évidemment, comme toujours en matière de finance et de fiscalité, la réalité est un peu plus subtile. Le PER peut être extrêmement intéressant dans certaines situations et beaucoup moins dans d'autres. Donc partie 2, maintenant, qu'est-ce qu'un PER en détail? Donc le PER ou plan d'épargne retraite, c'est un produit d'épargne de long terme conçu pour nous permettre de nous constituer progressivement un capital pendant notre vie
active afin de disposer d'un complément de revenus lorsque l'on sera à la retraite. Donc l'idée est assez simple, pendant toute notre carrière, on va pouvoir verser de l'argent sur ce plan. Cet argent va être ensuite investi sur différents supports financiers et donc va potentiellement se valoriser au fil du temps. Puis au moment de la retraite, on pourra récupérer cette épargne soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, c'est-à-dire un revenu régulier versé à chaque mois ou chaque année. Et pour aller un cran plus loin et pour bien comprendre ce produit, il faut savoir qu'il n'est pas apparu de nulle part. En réalité, le PER a été créé pour remplacer plusieurs anciens dispositifs d'épargne retraite qui existaient déjà en France. Avant la réforme de 2019 avec la loi Pacte, le paysage de l'épargne retraite était assez fragmenté. Il existait notamment 3 grands produits. Le premier s'appelait le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. C'était un produit ouvert à tous, les particuliers qui souhaitaient se constituer une épargne pour la retraite, avec déjà un avantage fiscal sur les versements. Le deuxième produit était le contrat Madelin, qui était destiné principalement aux travailleurs indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les artisans ou encore les commerçants. Et ce contrat permettait lui aussi d'épargner pour la retraite avec des avantages fiscaux spécifiques. Et enfin, il existait également le PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui était proposé dans certaines entreprises et alimenté notamment grâce à l'épargne salariale comme la participation ou l'intéressement. Le problème, c'est que ces dispositifs avaient chacun leurs propres règles, leurs propres conditions de sortie et leurs propres mécanismes fiscaux. Et pour beaucoup d'épargnants, ça rendait l'ensemble relativement complexe à comprendre. Et c'est pour cette raison que l'État a décidé de simplifier le système avec la loi Pacte. L'objectif était clair, créer un cadre unique, plus lisible, plus flexible et plus facilement transférable. Mais même si le PER est un produit unique, il repose en réalité sur une organisation interne assez structurée. On parle souvent des 3 compartiments du PER. Donc un compartiment dans ce contexte correspond simplement à une catégorie d'argent qui arrive dans le plan et qui peut avoir des règles légèrement différentes. Le premier compartiment concerne les versements volontaires. C'est le cas le plus simple où vous décidez vous-même de verser de l'argent sur votre PER quand vous le souhaitez et pour le montant que vous souhaitez. Et c'est généralement ce compartiment qui est utilisé dans les PER ouverts à titre individuel. Le deuxième compartiment correspond à l'épargne salariale. Dans certaines entreprises, les salariés peuvent recevoir des primes de participation ou d'intéressement. Les sommes peuvent être placées alors sur un PER d'entreprise pour préparer la retraite. Et le troisième compartiment concerne les versements obligatoires. Dans certains dispositifs d'entreprise, l'employeur peut mettre en place des cotisations obligatoires pour financer la retraite complémentaire de certains salariés, souvent les cadres. Et donc ces 3 compartiments permettent donc d'intégrer dans un même produit plusieurs sources d'épargne différentes, tout en gardant une certaine cohérence dans le fonctionnement global du plan. Une autre question revient assez souvent, qui peut ouvrir un PER? Et la réponse est assez simple, quasiment tout le monde. Les salariés peuvent évidemment bien ouvrir un PER individuel pour préparer leur retraite en parallèle de leur activité professionnelle. Les travailleurs indépendants aussi peuvent également en bénéficier et dans leur cas, le PER peut être particulièrement intéressant d'un point de vue fiscal. Les fonctionnaires, bien sûr, peuvent aussi ouvrir un PER exactement dans les mêmes conditions qu'un salarié du secteur privé. Et même les étudiants ou les personnes sans activité peuvent en ouvrir un, même si dans la pratique, l'intérêt dépendra évidemment de leur situation fiscale. Aussi, il existe 2 grandes formes de PER. La première, c'est le PER individuel que l'on ouvre nous-mêmes auprès d'une banque, d'un assureur ou d'un gestionnaire de patrimoine. Et dans ce cas, on va gérer notre épargne de manière totalement indépendante de l'employeur. Du coup, la seconde forme, c'est le PER d'entreprise qui est mis en place directement par une société pour ses salariés. Dans ce cas, le plan peut être alimenté par l'épargne salariale, par des versements volontaires des salariés ou parfois par des contributions de l'employeur. Mais du coup, malgré toutes ces différentes formes et ces différentes sources de versement, la logique du produit reste toujours la même. Aussi, dans le fonctionnement du PER, on a 2 formes. On a le PER assurantiel. Donc ça va être un PER sous forme de contrat d'assurance et on aura un PER bancaire, ce sera un PER sous forme de compte titre plus un compte espèce. Donc hormis leur nom qui change, c'est quoi les grandes différences? Premièrement, les supports disponibles. Le PER assurantiel donne accès aux fonds euros, donc à une poche sécurisée avec un capital garanti par l'assureur, hors frais de gestion bien sûr, en plus des unités de compte comme dans l'assurance vie. Alors que le PER bancaire n'a pas de fonds euros, mais il peut permettre d'investir plus directement en actions, ETF et d'autres actifs financiers via une logique compte titre. Deuxièmement, c'est la philosophie du produit. Le PER assurantiel est souvent plus adapté à quelqu'un qui veut un cadre assurance vie retraite avec une partie sécurisée possible et une gestion plus encadrée. Alors que le PER bancaire est souvent plus pertinent pour quelqu'un qui veut une logique plus marché financier, plus direct, parfois plus lisible sur les supports cotés. Troisième chose aussi, la transmission en cas de décès. Ça, c'est une vraie différence. Le PER assurantiel bénéficie d'une logique proche de l'assurance vie pour la transmission, alors que le PER bancaire, lui, retombe en principe dans la succession classique. Donc pour la transmission patrimoniale, l'assurantiel est souvent plus intéressant. Quatrième chose, la fiscalité pendant la vie du contrat. Sur les versements, les sorties, les transferts et les cas de déblocage anticipé, les deux ont globalement les mêmes règles fiscales. La vraie différence n'est donc pas là, mais surtout dans les supports et dans la transmission. Donc petit résumé sur le PER assurantiel vs bancaire, l'assurantiel plus patrimonial avec un fonds euro possible et c'est mieux pour la transmission, alors que le bancaire c'est plus boursier, plus orienté compte titre,
plus d'investisseurs, on n'aura pas de compte titre. Et sur le PER bancaire, on n'aura pas de fonds euros. Donc en pratique, pour beaucoup de gens, si on veut de la souplesse patrimoniale, plus de la sécurité possible, on va plutôt regarder le PER assurantiel. Et si on est investisseur un peu plus avancé avec un peu plus d'expérience, alors dans ce cas-là, le PER bancaire va nous permettre d'investir en actions, en ETF, même si derrière, on n'aura pas les avantages du PER assurantiel sur le fonds euro et aussi sur la partie transmission. Du coup, pour résumer, le PER, qu'il soit assurantiel ou bancaire, c'est avant tout un outil d'épargne de long terme. Ça signifie que l'argent que l'on place sur ce plan n'est pas censé être utilisé immédiatement. Et dans la plupart des cas, il est bloqué jusqu'au moment où on va partir à la retraite, même s'il existe quelques exceptions qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Et donc, ce blocage, ça peut sembler contraignant, mais il a aussi un avantage important. Ça permet vraiment de construire une épargne sur plusieurs décennies, ce qui est souvent la clé pour faire vraiment grossir du capital. Partie 3, le fonctionnement concret du PER. Maintenant qu'on comprend ce qu'est un PER et à qui il s'adresse, la question suivante est très concrète. Comment fonctionne réellement un PER dans la pratique? Comment l'argent est-il versé? Comment est-il investi? Et surtout, comment il évolue au fil du temps? Donc la première chose à comprendre, c'est la manière dont on alimente ce plan. Sur un PER, on peut effectuer ce qu'on appelle des versements libres. Ça signifie tout simplement qu'on peut décider nous-mêmes quand on souhaite déposer de l'argent sur ce PER et pour quel montant. Donc on peut par exemple verser 500 € une année, 2000 € l'année suivante ou ne rien verser pendant une période. Le système est relativement flexible. Mais on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés. Donc dans ce cas, on va définir un montant qui sera investi automatiquement chaque mois ou chaque trimestre par exemple. Donc cette approche va être assez intéressante parce que ça va permettre d'épargner de manière régulière, presque automatiquement, sans avoir à y penser. Et aussi, ça permet de lisser ses investissements dans le temps, ce qui peut réduire l'impact des fluctuations des marchés financiers. Et une fois qu'on a versé l'argent sur le PER, il ne reste évidemment pas simplement sur un compte, il va être investi sur différents supports financiers afin de potentiellement générer du rendement sur le long terme. Le premier type de support que l'on retrouve souvent dans les PER est ce qu'on appelle le fonds euro pour les PER assurantiels. Il s'agit d'un support relativement sécuritaire proposé par les assureurs. Le capital investi est généralement garanti, ce qui signifie qu'on ne peut pas perdre l'argent qu'on a placé sur ce support. Même si dans la pratique, ce n'est pas totalement vrai, c'est plutôt investi sur des obligations d'État françaises à 10 ans. Et s'il y a un défaut, c'est l'assureur qui prend cette garantie. Et si l'assureur fait faillite, on aura une garantie derrière de, je crois, 70 000 € sur cette assurance vie. Après, l'inconvénient du fonds euro, c'est que le rendement est généralement plus faible parce que le niveau de risque est limité. Et dans ce fonds euro, on retrouve majoritairement, comme je vous l'ai dit, des obligations d'État françaises à 10 ans. Et le deuxième type de support, beaucoup plus courant aujourd'hui, ce sont les unités de compte dans les PER assurantiels. Et les PER assurantiels, c'est vraiment la plupart des PER. Donc dans les unités de compte, on a des actions, des obligations, des fonds d'investissement ou encore des supports immobiliers. Bref, c'est la brique. On va pouvoir prendre un peu plus de risques. Mais en revanche, les unités de compte ne vont pas garantir le capital. Leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés financiers. Mais en contrepartie, ça peut offrir des performances plus élevées sur le long terme. Et parmi les unités de compte, on trouve notamment les ETF. L'avantage de ces produits, c'est qu'ils sont généralement très diversifiés et qu'ils ont des frais relativement faibles, ce qui peut être intéressant dans une stratégie d'investissement sur plusieurs années, voire décennies. On trouve également des fonds diversifiés qui investissent dans un mélange d'actions, obligations et parfois d'autres actifs. L'objectif de ces fonds est de trouver un équilibre entre performance et risque. Et face du coup à cette variété de supports, beaucoup d'épargnants se posent naturellement la question comment choisir des bons investissements dans un PER. C'est pour cette raison que la plupart des PER proposent par défaut la gestion pilotée. Dans ce mode de gestion, vous n'allez pas choisir vous-même chaque investissement. La répartition de votre épargne est gérée automatiquement selon une stratégie prédéfinie de vos objectifs, de votre profil de risque et de votre horizon d'investissement. Et en général, cette stratégie va du coup plutôt reposer sur ce qu'on appelle la gestion à l'horizon. L'idée est assez intuitive. Lorsque vous êtes encore loin de la retraite, par exemple à 30 ou 35 ans, votre horizon d'investissement est assez long. Vous avez donc plusieurs décennies devant vous. Et là, votre épargne va être investie sur des supports plus dynamiques, notamment par exemple sur des actions parce que vous avez eu du temps devant vous pour absorber les fluctuations des marchés, donc vous pouvez prendre un peu plus de risques. Et plus vous vous rapprochez de la retraite, plus l'objectif devient de sécuriser le capital accumulé. Et donc la gestion pilotée va donc progressivement réduire l'exposition aux actifs risqués pour augmenter la part d'investissement plus sécurisée. Autrement dit, le niveau de risque diminue progressivement avec le temps. Et pour les épargnants qui souhaitent garder un contrôle total sur leur investissement, il existe aussi la gestion libre. Dans ce cas, c'est vous qui choisissez directement les supports dans lesquels votre argent est investi. Donc cette option peut être intéressante pour les personnes qui ont déjà une certaine connaissance des marchés financiers et qui souhaitent construire leur propre stratégie d'investissement. Et au fil des années, votre capital va donc évoluer en fonction de deux éléments principaux. D'un côté, on aura les versements que vous allez effectuer régulièrement et de l'autre côté, la performance des investissements sur lesquels votre épargne est placée. Et sur un horizon de 20, 30 ou 40 ans, cet effet de capitalisation peut vraiment jouer un rôle très important dans la croissance de votre patrimoine. Et c'est pour cette raison que la notion d'horizon retraite est centrale dans le fonctionnement du PER. Plus on commence à épargner tôt,
plus le capital a le temps de se développer. Et sur le long terme, ce sont souvent les années qui font la plus grande différence. Un autre aspect important du PER concerne sa transférabilité. Ça signifie que votre épargne n'est pas forcément liée définitivement à un seul contrat ou un seul établissement financier. Si vous trouvez un PER plus intéressant ailleurs, avec par exemple des frais plus faibles ou de meilleurs supports d'investissement, vous pouvez alors transférer votre épargne vers un autre plan. Mais sachez aussi que vous pouvez ouvrir autant de PER que vous le souhaitez, mais juste en termes de gestion, ça vous compliquera, je pense, la vie, parce que s'il y a trop de PER à gérer, ça va être plus difficile en termes de suivi et de gestion. Et de la même manière, si vous avez encore d'anciens produits d'épargne retraite ouverts avant la réforme de 2019, comme un PERP ou un Madelin, il va être souvent possible de transférer ces anciens contrats vers un PER afin de bénéficier du nouveau cadre plus flexible. Mais si le PER attire autant d'épargnants aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour son fonctionnement ou pour ses possibilités d'investissement. La véritable raison de son succès se trouve ailleurs, c'est plutôt sa fiscalité. Partie 4, la fiscalité à l'entrée du PER. Donc, le principe fondamental du PER repose sur une idée relativement simple, mais extrêmement puissante. Donc, les versements que vous effectuez peuvent être déduits de votre revenu imposable. Donc, pour clarifier les termes, les montants que vous versez par exemple en 2026 seront déclarés lors de votre déclaration de revenus d'avril 2027. Pour bien comprendre ce que cela signifie, il faut d'abord rappeler comment fonctionne l'impôt sur le revenu en France. Lorsque vous déclarez vos revenus chaque année, l'administration fiscale calcule votre revenu imposable. C'est ce montant qui sert de base pour déterminer l'impôt que vous devez payer. Lorsque vous versez de l'argent sur un PER, vous avez la possibilité de déduire ces versements de ce revenu imposable. Autrement dit, vous pouvez réduire la base sur laquelle votre impôt est calculé. Donc, prenons un exemple très simple pour illustrer tout cela. Imaginons que votre revenu imposable soit de 40 000 € par an. Si vous versez 2 000 € sur votre PER et que vous choisissez de les déduire fiscalement, votre revenu imposable ne sera plus de 40 000 € mais de 38 000 €. L'administration fiscale va donc recalculer votre impôt sur cette base plus faible. Résultat, vous payez moins d'impôts. Mais il existe évidemment certaines limites à ce mécanisme. On ne peut pas déduire un montant illimité et c'est là qu'interviennent les plafonds de déduction. Le calcul du plafond PER en 2026 dépend principalement de votre statut professionnel. Le législateur a prévu des règles différentes selon que vous êtes salarié, retraité, sans activité ou travailleur non salarié. Et du coup, ce point est extrêmement important parce que les travailleurs non salariés bénéficient généralement de plafonds de déduction plus élevés. Pour un salarié, une personne sans activité ou un autre profil assimilé, le montant déductible correspond à 10% du revenu net imposable. Et donc pour la déclaration de revenus 2026, ça représente un plafond compris entre 4 710 € et 37 680 €. Pour un travailleur non salarié ou TNS, le calcul est plus avantageux. Le montant déductible correspond à 10% du bénéfice, auquel s'ajoute 15% de la part du bénéfice comprise entre 1 et 8 PASS. En pratique, pour la déclaration de revenus 2026, ça représente un plafond compris entre 4 806 € et 88 911 €. Donc en résumé, plus votre statut vous place dans la catégorie des travailleurs non salariés, plus votre capacité de déduction sur le PER peut être importante. Et chaque année, l'administration fiscale fixe un plafond annuel qui correspond au montant maximum que vous pouvez déduire grâce à l'épargne retraite. Ce plafond dépend généralement de vos revenus et correspond à un pourcentage de vos revenus professionnels de l'année précédente, avec également un minimum prévu pour les revenus plus faibles. Mais ce système possède une particularité assez intéressante. Si vous n'utilisez pas entièrement votre plafond une année donnée, vous ne le perdez pas forcément, il peut être reporté sur les années suivantes. Concrètement, l'administration fiscale conserve en mémoire les plafonds que vous n'avez pas utilisés pendant plusieurs années. Donc ça signifie que certaines personnes peuvent disposer d'une capacité de déduction assez importante si elles n'ont pas utilisé ce mécanisme auparavant. Et donc c'est ça qui rend le PER particulièrement intéressant dans certaines stratégies patrimoniales. Parce que cet avantage fiscal peut être très puissant, surtout pour les personnes qui sont fortement imposées. Et pour comprendre cela, il faut introduire une notion importante, la TMI, ou tranche marginale d'imposition. Et donc derrière ce terme, c'est simplement le taux d'imposition qui s'applique à la dernière tranche de vos revenus. En France, l'impôt sur le revenu est progressif. Ça signifie que différentes parties de vos revenus sont taxées à différents taux. Par exemple, certaines tranches sont imposées à 11%, d'autres 30%, puis 41% ou même 45% pour les revenus les plus élevés. Et donc la TMI, la tranche marginale d'imposition, c'est donc le taux auquel est taxé votre dernier euro gagné. Et c'est précisément ce taux qui va déterminer l'économie d'impôt que vous réalisez grâce au PER. Donc je vais prendre un exemple avec une tranche marginale d'imposition de 11%. Si on verse 1 000 € sur le PER et qu'on les déduit du revenu imposable, l'impôt va diminuer d'environ 110 €. Maintenant, prenons une personne dans la tranche marginale d'imposition qui est de 30%. Avec le même versement de 1 000 € sur un PER, l'économie d'impôt sera d'environ 300 €. Et pour une personne dans la tranche marginale de 41%, l'économie d'impôt sur ce versement peut atteindre 410 €. Autrement dit, plus votre TMI est élevé, plus l'avantage fiscal du PER devient important. Et c'est ce qui explique pourquoi ce produit est souvent particulièrement intéressant pour les personnes qui ont des revenus relativement élevés et qui souhaitent optimiser leur fiscalité tout en préparant leur retraite. Et dans la pratique, cet avantage fiscal a un impact immédiat. Lorsque vous effectuez un versement sur votre PER, la réduction d'impôt apparaît directement lors de votre prochaine déclaration de revenus.
Vous pouvez donc réduire votre impôt dès l'année suivante. Et le plafond personnalisé se trouve sur votre avis d'imposition à la rubrique plafond d'épargne retraite et est reporté automatiquement sur 5 ans si vous ne les utilisez pas entièrement. Et les couples mariés ou pacsés peuvent mutualiser leurs plafonds respectifs pour maximiser la déduction fiscale du foyer, même si l'un des conjoints dispose de revenus limités. Maintenant, où trouver et connaître son plafond d'épargne retraite? Donc, ce plafond figure chaque année sur votre avis d'imposition à la rubrique intitulée plafond d'épargne retraite. Et ce montant vous sera communiqué automatiquement par le fisc en fonction de vos déclarations antérieures et de votre statut professionnel. Et si vous n'avez pas reçu d'avis, vous pouvez accéder à cette information directement sur votre espace en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une déduction fiscale et non un crédit d'impôt. Et donc une déduction fiscale vient diminuer votre revenu imposable, ce qui réduit votre impôt en fonction de votre taux d'imposition. En revanche, un crédit d'impôt est une somme qui vient directement s'imputer sur l'impôt à payer, indépendamment de votre tranche fiscale. Dans le cas du PER, il s'agit bien d'une déduction, qui signifie que le bénéfice dépend directement de votre niveau d'imposition. Et aussi, le point clé à retenir, c'est que c'est une déduction, et donc vous allez payer moins d'impôts maintenant, mais vous allez être fiscalisé à la sortie, lors de la retraite ou en cas de déblocage anticipé. Et enfin, il existe un dernier point souvent méconnu, vous n'êtes pas obligé de déduire vos versements. Lorsque vous effectuez un versement sur un PER, vous pouvez choisir de ne pas utiliser cet avantage fiscal. Ça peut sembler étrange au premier abord, mais dans certaines situations, ça peut être stratégique. Par exemple, si vous êtes peu imposé aujourd'hui, mais que vous pensez l'être davantage dans le futur. Il peut être intéressant de conserver une fiscalité plus légère au moment de la sortie, et c'est là que se trouve l'un des points les plus importants à comprendre. Parce que si vous bénéficiez d'un avantage fiscal lorsque vous versez de l'argent sur un PER, ça signifie logiquement que la fiscalité va réapparaître au moment où vous allez récupérer cet argent. Maintenant, quelles sont les démarches administratives et les documents requis? Pour bénéficier de la déductibilité, vous allez devoir conserver soigneusement l'attestation de versement délivrée par votre assureur ou votre banque. Ce document officiel doit être joint à votre déclaration de revenus dans les cases 6NS ou 6OU selon votre statut et situation. Et en cas de contrôle, ces documents constituent les pièces justificatives indispensables pour valider vos déductions. Autrement dit, pour comprendre réellement l'intérêt du PER, il ne suffit pas d'analyser l'avantage fiscal à l'entrée, il faut aussi comprendre ce qu'il se passe au moment de la sortie. Maintenant, partie 5, la fiscalité à la sortie du PER. Donc, le PER repose sur une logique assez simple. L'État nous accorde un avantage fiscal aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que l'argent ne sera jamais fiscalisé. La fiscalité dans le PER est simplement différée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va être reportée au moment où on va récupérer l'argent. Et dans la majorité des cas, la sortie d'un PER intervient au moment de la retraite, c'est-à-dire le moment où on va récupérer l'épargne qu'on a accumulée pendant notre vie active. Et à ce stade, il y a 3 possibilités qui existent en pratique. Premièrement, une sortie en capital. Deuxièmement, une sortie en rente viagère. Et troisièmement, une sortie mixte qui correspond avec une partie en capital et une partie en rente. Et donc cette souplesse, c'est l'un des grands atouts du PER, mais en contrepartie, sa fiscalité est plus technique qu'elle en a l'air. Parce que le régime applicable va du coup dépendre de plusieurs éléments à la fois. Premièrement, du mode de sortie choisi. Deuxièmement, de l'origine des sommes qui vont être placées sur le PER. Et troisièmement, du fait que les versements volontaires aient été déduits fiscalement ou non à l'entrée. Autrement dit, tous les euros présents sur un PER ne sont pas fiscalisés de la même manière. Donc au niveau de la logique générale, pour comprendre la fiscalité du PER, il faut distinguer plusieurs poches d'épargne à l'intérieur du plan. Comme je vous l'ai dit, les versements volontaires déduits. On aura aussi les versements volontaires qui sont là non déduits. Aussi l'épargne salariale quand ça peut être applicable. Et donc les versements obligatoires éventuels réalisés dans certains PER d'entreprise. Et donc la règle de fond va être la suivante. Si on a bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée, il y aura en principe une fiscalité plus forte à la sortie. Et donc si on n'a pas bénéficié d'avantage fiscal à l'entrée, alors dans ce cas-là, la sortie sera souvent plus douce fiscalement sur le capital. Et donc c'est plutôt une logique de report ou d'arbitrage fiscal qui va être dans le temps. En cas de sortie en capital, une fiscalité va être différente selon le régime des versements. Donc je vais commencer par le cas le plus courant aujourd'hui, c'est la sortie en capital. Concrètement, ça signifie que si vous récupérez directement votre épargne sous forme d'argent, soit une seule fois, soit en plusieurs retraits étalés dans le temps. Donc cette option va être souvent très appréciée parce que ça va laisser beaucoup de liberté, par exemple de financer un projet, compléter ses revenus ou organiser les retraits année après année ou encore ajuster sa fiscalité. Mais si la fiscalité va dépendre directement de la nature des versements. Si les versements volontaires ont été déduits à l'entrée, là, ça va être le cas assez classique du PER, utilisé comme outil d'optimisation fiscale. Dans cette situation, la part correspondant au versement est soumise au barème de l'impôt sur le revenu. La part correspondant au gain est soumise à la fiscalité des revenus, du capital, en principe au PFU, donc à la flat tax. Autrement dit, on a bénéficié d'une déduction fiscale lors des versements, mais cette économie d'impôt est en quelque sorte rattrapée à la sortie, puisque le capital réintègre votre fiscalité future. Deuxième cas, si les versements volontaires n'ont pas été déduits à l'entrée, dans ce cas, la logique est assez différente. La part correspondant au capital versé est en principe exonérée d'impôt sur le revenu, puisqu'on n'a pas bénéficié d'avantages fiscal lors de l'entrée. Et en revanche, les gains, eux, restent fiscalisés,
puisque ce sont des revenus du capital. Et donc ça peut être une stratégie assez pertinente pour certains profils peu fiscalisés aujourd'hui ou pour ceux qui préfèrent éviter une réintégration du capital dans leur revenu imposable plus tard. Et troisième cas, si la sortie en capital concerne de l'épargne salariale. Lorsque les sommes proviennent de l'épargne salariale, le régime est encore différent. En pratique, les sommes versées peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu. Les gains restent, eux, soumis aux prélèvements sociaux. Et quatrième cas, si les sommes proviennent de versements obligatoires, ici, il faut être attentif. Dans ce compartiment, la sortie en capital n'est en principe pas autorisée dans le cadre normal de la retraite. La logique de ces versements est davantage orientée vers une sortie en rente. Et dans le cas de sortie en rente viagère, là, on a une fiscalité encore plus technique. Donc, une rente viagère, c'est un revenu régulier versé jusqu'à la fin de votre vie. L'idée est simple, au lieu de récupérer un capital d'un coup, on va convertir l'épargne en une forme de pension complémentaire. L'avantage de cette solution, c'est la sécurité. On perçoit un revenu jusqu'au décès, même si on vit très longtemps. En revanche, fiscalement, la rente obéit à des règles spécifiques. Si la rente provient de versements déduits, dans ce cas, la rente suit en grande partie le régime des pensions de retraite, ce qu'on appelle souvent le régime de la rente viagère à titre gratuit. Donc concrètement, la rente est soumise au barème de l'impôt sur le revenu. Elle va bénéficier d'un abattement de 10% comme les pensions de retraite dans les limites prévues par la loi et va aussi supporter également les prélèvements sociaux selon les règles applicables. Autrement dit, la rente est fiscalement proche d'un revenu de retraite classique. Deuxième cas, si la rente provient de versements non déduits. Dans ce cas, on applique le régime de la rente viagère à titre onéreux. Ici, seule une fraction de la rente est imposable et cette fraction dépend de votre âge au moment où la rente commence à être versée. En pratique, la fraction imposable est de 70% si vous avez moins de 50 ans, 50% entre 50 et 59 ans, 40% entre 60 et 69 ans et 30% à partir de 70 ans. Autrement dit, plus vous êtes âgé au moment de la mise en rente, plus la part imposable est faible. Donc ce régime est généralement plus doux que celui de la rente issue de versements déduits. Et troisième cas, l'épargne salariale et les versements obligatoires. Pour l'épargne salariale, la rente suit globalement le même régime que les versements non déduits, c'est-à-dire celui de la rente viagère à titre onéreux. A l'inverse, pour les versements obligatoires, on retrouve en principe la logique de la rente viagère à titre gratuit, donc une fiscalité proche de celle d'une pension. Et dans le cas d'une sortie mixte, ça va être un prorata des deux régimes. Le PER permet aussi une sortie mixte, donc concrètement, ça signifie que on va récupérer une partie de l'épargne en capital et une autre sous forme de rente. Et donc, dans ce cas, la fiscalité s'applique au prorata de chaque mode de sortie. La part sortie en capital sera imposée selon les règles de sortie en capital. La part convertie en rente sera imposée selon les règles de la rente. Et donc, cette souplesse peut être intéressante dans une stratégie de décaissement progressive, surtout si on souhaite récupérer une partie de l'épargne immédiatement, et cela tout en conservant une forme de revenu régulier à vie. Dans le cas d'un déblocage anticipé, là c'est une fiscalité assez spécifique. Le PER peut également être débloqué avant la retraite dans certains cas prévus par la loi, sur lesquels on va revenir juste après. En général, les deux grands cas sont les accidents de la vie et l'achat de la résidence principale. Bien sûr, il y a plein d'autres cas sur lesquels je vais revenir dans une prochaine partie. Au niveau des accidents de la vie, ça va être invalidité, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs. Ça peut être aussi des cas liés au surendettement, aussi l'expiration des droits au chômage, la liquidation judiciaire pour les indépendants. Bref, ça peut être ces différents cas. Et donc, dans ces situations, la fiscalité est généralement allégée. Le capital débloqué peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu et seuls les gains restent en principe soumis aux prélèvements sociaux. Au niveau du deuxième grand cas, ça va être l'achat de la résidence principale. Le PER peut aussi être débloqué de manière anticipée pour financer l'acquisition de la résidence principale. Dans ce cas, la fiscalité dépend là encore de l'origine des versements. Si les versements volontaires ont été déduits, on retrouve une logique proche de la sortie en capital classique. Le capital est réintégré à l'impôt sur le revenu et les gains sont fiscalisés selon le régime applicable. Si les versements n'ont pas été déduits, le capital n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, seuls les gains étant taxés. Au niveau de l'épargne salariale, le traitement fiscal est plus favorable, proche de celui des accidents de la vie. En revanche, les versements obligatoires, eux, ne peuvent pas être utilisés pour financer la résidence principale. Donc autrement dit, le PER reste une épargne de long terme, mais il n'est pas aussi rigide qu'on l'imagine souvent. En cas de décès du titulaire, le PER est clôturé, mais la fiscalité de la transmission dépend de la forme juridique du plan. Donc lorsqu'il s'agit d'un PER sous forme assurantielle, la logique se rapproche de celle de l'assurance vie. Le titulaire peut désigner librement un ou plusieurs bénéficiaires et le traitement fiscal dépend notamment de l'âge du souscripteur au décès. Avant 70 ans, les capitaux transmis bénéficient d'un régime proche de l'assurance vie avec des abattements spécifiques par bénéficiaire. Et après 70 ans, le régime devient moins favorable avec un abattement global bien plus limité. Quand c'est un PER bancaire ou compte titre, là les sommes vont réintégrer en principe la succession classique. Elles sont alors soumises aux droits de succession ordinaire sans le cadre spécifique favorable de l'assurance vie. Donc ça peut faire une vraie différence dans une logique de transmission patrimoniale. Et là, il faut aussi corriger une idée aussi très répandue.
On entend souvent dire le PER ne sert à rien si votre tranche marginale d'imposition ne baisse pas à la retraite. Et pour moi, cette affirmation est assez trop simpliste. Pourquoi ? Parce qu'elle suppose qu'une économie d'impôt obtenue aujourd'hui serait strictement équivalente à une fiscalité payée dans 20, 30 ou 35 ans. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas parce que le temps change l'équation. Une économie d'impôt obtenue aujourd'hui a une valeur plus forte qu'un impôt acquitté plusieurs décennies plus tard. Entre les deux, il y a l'inflation, c'est-à-dire l'érosion monétaire progressive, mais aussi l'éventuelle capacité à réinvestir immédiatement l'économie d'impôt obtenue. Autrement dit, même si le taux d'imposition à la sortie est proche de celui économisé à l'entrée, le simple décalage dans le temps peut déjà jouer en faveur du PER. On peut donc voir l'avantage fiscal à l'entrée comme une forme de levier immédiat. Au lieu de payer cet impôt aujourd'hui, on investit cette somme et on la met au travail sur le long terme. Bien sûr, dans l'idéal, le mécanisme est encore plus puissant lorsque le taux d'imposition est élevé pendant la vie active, puis qu'il sera plus faible quand on sera à la retraite et qu'on va organiser intelligemment la sortie, par exemple en l'étalant dans le temps. Mais la vraie question n'est pas seulement ma TMI sera-t-elle plus basse quand je serai à la retraite. Pour moi, la vraie question, c'est plutôt est-ce que le PER s'intègre intelligemment dans ma stratégie patrimoniale globale compte tenu de mon horizon de temps, de ma fiscalité actuelle, de mes futurs besoins et de la façon dont je vais utiliser l'avantage fiscal obtenu aujourd'hui. Et pour le comparer avec l'assurance vie classique, donc pour bien comprendre l'intérêt du PER, il faut bien sûr le comparer avec l'assurance vie. Donc l'assurance vie fonctionne selon une logique presque inverse. Donc on n'a pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais on a une fiscalité de plus en plus douce avec le temps, notamment après 8 ans. Au lieu de 30% d'impôt sur les gains, on a 24,7%. On a des abattements sur les retraits après 8 ans de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 quand on est en couple, marié ou pacsé. Et le PER, lui, va adopter une logique totalement différente. On aura un avantage fiscal immédiat à l'entrée, mais on aura une fiscalité qui sera différée à la sortie. Bref, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend juste de votre situation. Pour moi, le PER, ça peut être très pertinent pour les personnes qui sont fortement fiscalisées, mais aussi les indépendants, les personnes imposées à des TMI à 30, 41 ou plus, ou aussi les personnes qui veulent arbitrer leur fiscalité dans le temps. Et l'assurance vie restera souvent supérieure pour la flexibilité, pour la disponibilité du capital comme il ne sera pas bloqué, même s'il y a des cas de déblocage anticipé pour le PER, et aussi l'assurance vie est utile pour la transmission patrimoniale. Et c'est pour ça qu'en pratique, le PER est rarement un produit analysé seul, il s'évalue beaucoup mieux dans une stratégie patrimoniale globale en complément d'autres enveloppes. Donc pour résumer sur ça, la fiscalité du PER à la sortie est puissante mais elle peut être assez technique. Et donc pour bien raisonner, il faut toujours se poser pour moi 4 questions. Première question, est-ce que je sors en capital ou en rente ou même les deux? Deuxième question, est-ce que les versements ont-ils été déduits fiscalement ou non? Troisième question, l'argent provient-il de versements volontaires, d'épargne salariale ou de versements obligatoires? Et quatrième question, dans quel contexte la sortie intervient-elle? Retraite, résidence principale, accident de la vie, décès. Bref, en réalité, le PER, c'est pas un produit miracle, mais c'est pas non plus un mauvais produit par nature. C'est un outil fiscal et patrimonial puissant, mais qui doit être utilisé avec méthode. Et comme souvent en gestion de patrimoine, ce n'est pas l'outil seul qui crée la performance, mais c'est la manière dont on l'utilise. Maintenant, partie 6, les cas de déblocage anticipé. Donc, lorsqu'on parle du PER, en général, on se dit l'argent va être totalement bloqué à la retraite. On l'a vu dans la partie précédente. Il y a des cas de déblocage anticipé. Autrement dit, c'est des circonstances particulières dans lesquelles l'État autorise l'épargnant à récupérer son capital avant l'âge de la retraite. Et donc, ces cas de déblocage existent pour une raison assez simple. Le législateur a voulu éviter qu'une personne se retrouve dans une situation financière difficile alors qu'elle possède une épargne importante mais qui est bloquée sur un PER. Donc, le premier cas, comme je vous l'ai dit, c'est l'invalidité. Donc, si l'épargnant devient invalide et se retrouve dans l'incapacité de travailler, il peut demander le déblocage de son PER afin d'utiliser cette épargne pour faire face à cette nouvelle situation. Cette possibilité s'applique également si l'invalidité concerne le conjoint ou le partenaire de PACS. Un autre cas concerne le décès du conjoint ou du partenaire de PACS. Dans une situation aussi difficile, la loi permet au titulaire du PER de récupérer son épargne afin de faire face aux conséquences financières que peut entraîner la disparition d'un membre du foyer. Il existe également un cas de déblocage, il y a une situation de surendettement. Lorsqu'une personne est confrontée à des difficultés financières importantes et qu'un dossier de surendettement est reconnu par les autorités compétentes, le déblocage du PER peut être autorisé afin d'aider à rétablir la situation financière. Aux situations prévues par la loi, l'expiration des droits au chômage. Si une personne a perdu son emploi et qu'elle arrive au terme de ses allocations chômage sans avoir retrouvé d'activité, elle peut demander à récupérer l'épargne placée sur son PER pour l'aider à traverser cette période. Enfin, il existe un dernier cas concernant les travailleurs indépendants. En cas de liquidation judiciaire de leur activité, ils peuvent également débloquer leur épargne retraite afin de faire face aux conséquences financières de l'arrêt de leur entreprise. Bref, tous ces cas correspondent donc à des situations de vie particulièrement difficiles.
le législateur a souhaité donc permettre aux épargnants d'accéder à leur épargne dans ces moments précis et difficiles, même si de base c'est plutôt destiné à la retraite. Il existe aussi un autre cas de déblocage anticipé qui est beaucoup plus fréquent et qui concerne un projet de vie beaucoup plus positif, c'est l'achat de la résidence principale. Comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, on peut récupérer l'épargne qu'on a accumulée pour financer l'achat de cette résidence principale. Concrètement, si on souhaite acheter notre premier logement ou changer de résidence principale, on peut utiliser l'épargne du PER pour compléter l'apport personnel. Et donc cette possibilité rend le PER beaucoup plus flexible qu'on peut souvent l'imaginer, notamment pour les personnes qui souhaitent à la fois préparer leur retraite et constituer un projet immobilier. Aussi, ces déblocages anticipés ne se font pas évidemment sans conditions. Il va être nécessaire de fournir les justificatifs correspondant à la situation invoquée, qu'il s'agisse d'un certificat médical, d'une décision administrative ou de documents liés à un projet immobilier. Et donc l'établissement qui gère votre PER doit vérifier que les conditions légales sont bien remplies avant d'autoriser le retrait. Il faut également comprendre que la fiscalité peut varier selon la situation dans laquelle intervient ce déblocage anticipé. Dans les cas liés à des accidents de la vie comme l'invalidité, le décès du conjoint ou le surendettement, la fiscalité est généralement allégée afin de ne pas pénaliser davantage l'épargnant. En revanche, lorsque le déblocage intervient pour l'achat de la résidence principale, la fiscalité se rapproche davantage de celle appliquée lors d'une sortie classique du PER. Autrement dit, si les versements ont été déduits fiscalement à l'entrée, ils peuvent être réintégrés dans le revenu imposable au moment du retrait. Donc ça ne signifie pas que l'opération n'est pas intéressante, mais simplement qu'il faut bien comprendre les implications fiscales avant d'utiliser son PER pour un projet immobilier. Et donc ces possibilités de déblocage anticipé ont également un impact sur la stratégie d'investissement. En théorie, le PER est conçu pour un horizon très long, souvent plusieurs décennies, mais le fait de pouvoir récupérer son épargne dans certaines situations introduit une forme de flexibilité qui peut être intéressante dans la construction d'un patrimoine. Et il y a certaines personnes qui utilisent par exemple le PER comme un outil de préparation de la retraite tout en gardant en tête la possibilité de mobiliser ce capital pour leur achat de leur résidence principale si l'opportunité se présente. Donc même si le PER reste fondamentalement une épargne de long terme, ça peut aussi s'intégrer dans une stratégie patrimoniale plus large. Et donc maintenant que l'on comprend le fonctionnement du PER en détail, sa fiscalité et ses possibilités de déblocage, la question qui arrive c'est comment utiliser ce produit de manière réellement intelligente dans une stratégie patrimoniale. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Partie 7, les grandes stratégies avec le PER. La première grande stratégie repose sur un principe très simple, optimiser sa fiscalité pendant la vie active. Comme on l'a déjà vu, les versements effectués sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable. Ça signifie que plus le niveau d'imposition est élevé, plus l'avantage fiscal est important. Donc la stratégie la plus classique consiste donc à utiliser le PER lorsqu'on est dans une TMI relativement élevée afin de réduire son impôt. L'idée est ensuite de récupérer cet argent au moment de la retraite lorsque les revenus sont souvent plus faibles et que la tranche d'imposition diminue. Autrement dit, on va donc déduire nos versements à un taux d'imposition élevé pendant la vie active, puis on va récupérer cet argent plus tard à un taux d'imposition plus faible. Ce qu'on appelle souvent la stratégie d'arbitrage fiscal dans le temps. Et pour comprendre pourquoi cette stratégie peut être très puissante, on va imaginer une personne qui se situe exactement dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Chaque versement de 1 000 € sur son PER lui permet donc de réduire son impôt d'environ 300 €. Si une fois à la retraite, cette personne se retrouve dans une tranche d'imposition de 11%, alors lorsqu'elle récupérera cet argent, il sera imposé à un taux beaucoup plus faible. Elle aura donc bénéficié d'un écart fiscal entre l'entrée et la sortie. Donc cet écart crée ce qu'on appelle un effet de levier fiscal. Autrement dit, l'avantage fiscal initial permet d'investir indirectement de l'argent qui aurait normalement été payé sous forme d'impôt. Donc cet argent peut ensuite travailler pendant plusieurs années, plusieurs décennies sur les marchés financiers. Et donc ce mécanisme peut avoir un impact très fort sur le patrimoine à long terme. Et donc cette logique est particulièrement intéressante pour moi, pour certaines catégories de profils, donc pour les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les dirigeants d'entreprise qui ont souvent des revenus plus variables et parfois des niveaux d'imposition élevés certaines années. Donc le PER peut alors devenir un outil très efficace pour lisser la fiscalité et optimiser les revenus. Les indépendants disposent souvent aussi de plafonds de déduction relativement importants, comme on l'a déjà vu au début, et donc ça leur permet parfois de déduire des montants significatifs de leurs revenus imposables. Et donc dans ces situations, le PER peut devenir un véritable outil de gestion fiscale. Et il en va de même pour les cadres fortement imposés, notamment ceux qui se situent dans les tranches d'imposition de 30 ou 41%. Et donc pour ces profils, chaque euro versé sur un PER peut générer une économie d'impôt immédiate assez importante. Ça permet de transformer une partie de l'impôt en épargne investie pour l'avenir. Mais au-delà de l'optimisation fiscale, le PER peut aussi être utilisé dans une logique plus globale de préparation de la retraite. La retraite représente souvent une période longue de la vie, parfois 20 ou 30 ans, et pendant cette période, les revenus professionnels disparaissent mais les dépenses continuent. Il devient donc essentiel de disposer de sources de revenus complémentaires. Et donc le PER permet justement de construire ce complément progressivement. Et donc en investissant régulièrement pendant sa carrière, l'épargnant peut profiter de ce qu'on appelle la capitalisation à long terme. La capitalisation est un mécanisme simple mais extrêmement puissant.
les rendements générés par les investissements viennent s'ajouter au capital initial, puis ces gains produisent eux-mêmes de nouveaux gains au fil du temps, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et sur des horizons de plusieurs décennies, cet effet peut multiplier significativement la valeur du capital investi. Et donc, plus l'investissement commence tôt, plus l'effet de la capitalisation peut jouer en votre faveur. Le PER peut être également intégré dans des projets plus spécifiques, on l'a déjà vu précédemment. Ça va être possible d'utiliser l'épargne accumulée sur un PER pour financer l'achat de la résidence principale. Et dans certaines situations, cette possibilité peut être intéressante. Par exemple, pour une personne qui a constitué une épargne importante sur son PER, peut choisir d'utiliser une partie ou la totalité de cet argent pour renforcer son apport lors de l'achat du logement. Ça peut améliorer les conditions d'emprunt ou réduire le montant du crédit immobilier. Mais il faut bien sûr analyser ces décisions avec attention parce que retirer son épargne signifie aussi interrompre son investissement sur le long terme et casser un peu l'effet des intérêts composés. Enfin, le PER devient encore plus intéressant lorsqu'il est intégré, comme je vous l'ai dit, dans une stratégie patrimoniale globale en complément d'autres enveloppes d'investissement. Par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent également l'assurance vie, qui offre une grande flexibilité, une fiscalité avantageuse à long terme, notamment pour la transmission du patrimoine. Le PEA, lui, est particulièrement efficace pour investir en actions européennes et certains ETF éligibles, avec une fiscalité attractive après 5 ans, uniquement 18,6% sur les gains. Et pareil que pour l'assurance vie, c'est une enveloppe capitalisante, on est imposé uniquement au moment des retraits. Donc ces différents outils ne sont pas concurrents, en réalité, comme je vous l'ai dit, ils sont complémentaires. Le PER peut être utilisé pour optimiser la fiscalité et préparer la retraite, l'assurance vie pour la flexibilité et la gestion du patrimoine à long terme avec l'avantage en termes de succession, et le PEA pour profiter du potentiel de croissance des marchés actions. L'enjeu est donc de trouver le bon équilibre entre ces différentes enveloppes fiscales, entre ces différents supports en fonction de votre situation, de votre horizon d'investissement et de vos objectifs patrimoniaux. Dernière partie, comment choisir un bon PER. Donc maintenant qu'on a vu en détail comment fonctionne le PER, ses avantages fiscaux, ses stratégies d'utilisation et les situations dans lesquelles pour moi ça devient réellement intéressant, il y a une question absolument essentielle et pourtant assez sous-estimée. Comment choisir un bon PER qui nous correspond et qui résout nos problématiques? Parce que dans la pratique, tous les PER sont différents. Deux personnes peuvent verser exactement la même somme chaque année pendant la même durée avec le même avantage fiscal et pourtant se retrouver avec un capital final très différent à la retraite. Et la raison est assez simple, le contrat choisi peut faire une énorme différence sur le long terme. Parce qu'une fois qu'on a compris le PER, il faut aller un cran plus loin et regarder en détail c'est quoi le PER qu'on choisit. Et ça, c'est un point que beaucoup d'épargnants découvrent trop tard. Entre les frais, la qualité des placements disponibles, les modes de gestion, la souplesse de la plateforme ou encore la qualité du service client, certains PER peuvent être vraiment très solides alors que d'autres beaucoup plus décevants. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé un comparatif complet des meilleurs PER selon moi en 2026 que vous pouvez télécharger gratuitement dans le lien dans la description. Donc le but de ce comparatif est assez simple, vous aider à choisir un bon PER dès le départ et vous éviter les erreurs qui peuvent coûter très cher sur 20, 30 ou 40 ans d'investissement. Et justement, pour bien choisir un PER, il ne faut pas regarder un seul critère, il faut raisonner avec une vraie grille d'analyse. Comme je vous l'ai dit, le comparatif complet est dans la description. Donc rapidement, désormais, je vais vous présenter les grands critères d'analyse. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous avez le comparatif sur lequel vous aurez tous mes critères avec différents PER. C'est pas une vérité générale, c'est mon avis, mon analyse. Je vous invite aussi à croiser ces informations avec peut-être d'autres comparatifs, d'autres sources sur Internet pour vraiment avoir une vision complète et pas s'arrêter à une analyse qu'on a faite. Même si on l'a fait de la manière la plus professionnelle, la plus poussée, la plus carrée, il se peut qu'il y ait des petits écarts. Je vous invite toujours à vraiment croiser les informations pour avoir la vision la plus complète. Donc pour moi, la première question à se poser, c'est qui est derrière le PER. La première chose qu'on pourrait appeler l'identification et la distribution du contrat. Concrètement, il faut se demander qui est l'assureur, mais aussi qui distribue le PER, quelle est la solidité de l'acteur derrière, est-ce que le contrat est 100% en ligne, oui ou non, s'il existe une souscription simple, quel est le ticket minimum d'ouverture, est-ce que c'est un PER en gestion libre, en gestion pilotée, est-ce que c'est un PER bancaire, un PER assurantiel. Bref, ces questions peuvent sembler secondaires, mais en réalité ça ne l'est pas du tout, parce que si votre PER est compliqué à ouvrir, difficile à gérer, peu lisible, mal distribué ou porté par un acteur peu convaincant, l'expérience va être très pénible à long terme. Et sur un produit que l'on garde potentiellement toute sa vie active, la qualité de la structure compte, donc vraiment posez-vous ces questions avant. Et je dis pas que c'est le seul critère à regarder, mais c'est vraiment un critère important. Parce qu'il faut savoir à qui vous confiez votre argent, dans quel cadre et avec quel niveau de complexité. Deuxième chose, bien évidemment, les frais. Pour moi, c'est l'un des critères les plus importants. C'est le sujet qui fait souvent le plus de dégâts à long terme, c'est les frais élevés. Et là, il faut être assez clair. Un PER avec de mauvais frais, ça peut vraiment ruiner une partie énorme de votre performance future, même si le produit paraît séduisant au départ. Donc, quand on analyse un PER, il faut regarder plusieurs couches de frais. Premièrement, les frais d'entrée ou frais sur versement. Ensuite, on va avoir les frais de gestion annuels sur le contrat. Troisièmement, les frais sur le fonds euro. Ensuite, les frais bien sûr sur les unités de compte. Les éventuels surcoûts de gestion pilotés. Les frais d'arbitrage en cas de PER assurantiel. Et parfois même les frais cachés à l'intérieur des fonds, à l'intérieur des produits. Donc bref, c'est vraiment important parce que chaque petit pourcentage prélevé chaque année finit par peser très lourd sur 20 ou 30 ans. Donc si je devais résumer sur un PER, les frais faibles, c'est pas un détail, c'est vraiment un avantage structurel sur le
le long terme. Quand on compare deux PER, il faut toujours se demander, est-ce qu'il y a des frais sur chaque versement? Si oui, à combien? On va essayer de les minimiser. Est-ce que les arbitrages sont gratuits? Aussi, est-ce que les frais annuels restent raisonnables? Est-ce que la gestion pilotée rajoute une couche de frais excessive? Et très souvent, rien qu'en se posant ces questions, là, on va voir les bonnes choses, les bons éléments à analyser et ça va nous permettre d'éliminer la plupart des mauvais PER selon vos critères. Troisième chose, la qualité des placements disponibles. Pour moi, c'est le troisième gros bloc, c'est la qualité des supports d'investissement. Parce qu'un PER, c'est pas juste une enveloppe fiscale, c'est aussi un véhicule d'investissement. Et si les placements à l'intérieur sont mauvais, trop limités ou trop chers, l'intérêt du produit baisse fortement. Donc, il faut regarder deux choses. D'abord, est-ce qu'il y a un fonds en euros? Est-ce qu'il est accessible facilement? Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, un minimum d'unités de compte pour y accéder? Et surtout, est-ce que ce fonds euro est de bonne qualité? Regardez ce qu'il y a dedans, regardez la performance historique. Parce que le fonds euro, ce n'est pas forcément la partie la plus importante pour tout le monde, mais ça reste utile pour sécuriser une partie de l'épargne, notamment à mesure que l'on s'approche de la retraite. Ensuite, bien sûr, il faut regarder qu'est-ce qu'on a dans les unités de compte, et c'est souvent là que se joue la vraie qualité du PER. Un bon contrat doit permettre d'accéder à pas mal d'actifs disponibles. Premièrement, les ETF, donc les Exchange Traded Funds. On aura aussi des fonds actions qui sont gérés de manière active. C'est lesquels? C'est quoi les performances historiques? Éventuellement des SCPI ou des OPCI, donc les sociétés civiles de placement immobilier ou des organismes de placement collectif en immobilier, et parfois aussi des fonds de private equity, des fonds diversifiés sur lesquels on aura plein d'actifs différents. Et regardez aussi les solutions thématiques ISR, ESG, si c'est un vrai sujet pour vous. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas juste est-ce qu'il y a beaucoup de supports, il faut regarder est-ce que j'ai accès à des supports intéressants qui font sens pour moi et sur lesquels j'ai envie d'investir mon argent. Parce qu'avoir 700 supports qui ne vous intéressent pas, c'est inutile. Mais par exemple, avoir 100 supports mais uniquement ce que vous avez besoin, ça sera beaucoup mieux. Autre critère important, l'expérience utilisateur et du coup le service. Pour moi, c'est le dernier gros bloc que beaucoup de personnes négligent. Alors que c'est loin d'être anecdotique. Beaucoup de personnes vont regarder uniquement les frais, avoir les frais les plus faibles. Mais si derrière, il y a un service client qui est vraiment nul, qui n'est pas du tout réactif, ça va vous vraiment prendre la tête et ça va vous démotiver de continuer à investir. Donc vraiment, regardez la qualité du service client. Regardez aussi les avis sur Internet. Est-ce que la plateforme est simple d'utilisation? Est-ce que le service client est réactif? Est-ce que par exemple, il peut y avoir une application mobile? Est-ce que aussi les dépôts peuvent être simples? Est-ce que les virements sont pratiques? Bref, essayez de regarder dans les avis clients. Est-ce qu'il y a des commentaires qui reviennent souvent sur lesquels les utilisateurs sont assez mécontents? Comme ça, vous aurez des feedbacks de la part des utilisateurs sur les choses positives et les choses qui vont moins bien. Donc, si je devais résumer les critères les plus importants, je dirais qu'il y a 5 grands filtres pour choisir un bon PER. Donc, pour vous résumer, premièrement, la qualité de l'acteur derrière le contrat, qui gère, qui distribue, est solide, lisible, accessible. Deuxième gros bloc, les frais. Probablement le critère le plus décisif sur le long terme. Troisième chose, les supports disponibles, fonds euros, ETF, unité de compte, diversification, bref, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quatrième chose, les modes de gestion, gestion libre, piloté, horizon retraite, la qualité des allocations. Et cinquième chose, l'expérience utilisateur. Est-ce que la plateforme est simple d'utilisation? Est-ce qu'il y a une application mobile? C'est quoi la qualité, la réactivité du service client? Bref, regardez tous ces critères. Et comme je vous le dis, si vous voulez mon analyse des différents PER qui sont disponibles en France en 2026, j'ai créé un comparatif complet des différents PER en 2026 que j'ai classé avec tous les critères que je vous ai cités juste avant. Donc ça vous intéresse, ce comparatif est dans la description. Donc on arrive à la fin de ce gros guide complet sur le PER. Donc si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, le PER c'est un outil puissant pour préparer sa retraite, à condition de bien le comprendre et surtout de bien le choisir. C'est une enveloppe fiscale qui permet à la fois d'investir sur le long terme, de bénéficier d'un avantage fiscal potentiellement très important grâce à la déduction des versements, et bien utilisé, il peut devenir un véritable pilier de votre stratégie patrimoniale. Et dans beaucoup de cas, il est intéressant d'en ouvrir un le plus tôt possible, ne serait-ce que pour commencer à construire un capital pour votre retraite. Et comme je vous l'ai dit, un point très important, tous les PER ne se valent pas, les différences entre les contrats peuvent être énormes, les frais, la qualité des supports, les ETF disponibles, les options de gestion ou encore la flexibilité pour gérer votre argent, la qualité du service client et la qualité de l'application. Donc bref, sur 10, 20, 30, voire 40 ans, toutes ces petites différences peuvent vraiment changer votre patrimoine et vous faire perdre beaucoup d'argent indirectement. Et donc c'est pour vous aider que j'ai créé ce comparatif complet des meilleurs PER selon moi en 2026. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à croiser ces informations avec d'autres sources sur Internet, mais je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, ce comparatif est disponible dans la description. Et si maintenant vous souhaitez aller plus loin et apprendre concrètement comment investir en bourse étape par étape en 2026, j'ai créé une formation gratuite qui va vous expliquer du coup comment faire pour investir en bourse en 2026. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, que vous voulez investir, que vous êtes bloqué, que vous avez de l'argent qui dort, mais vous n'arrivez pas vraiment à vous lancer, on a créé un accompagnement dans lequel on a accompagné plus de 400 personnes à investir, de structurer leur investissement, leur patrimoine. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment passer à l'action, arrêter
de stagner, arrêter de ne rien faire. Je vous invite à prendre un appel totalement gratuit avec l'une des personnes de mon équipe. On va voir en détail votre situation, ce qui vous bloque. Est-ce qu'on peut vous accompagner? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour nous? Et si c'est le cas, on vous présentera en détail notre programme et les différentes offres. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été assez dense, assez costaud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Pareil, s'il y a des remarques sur cette vidéo, je serai très heureux de les avoir et de répondre à tout le monde. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.